Monstres mythiques, chimères invraisemblables, créatures de l'an 10 000, depuis l'invention de la stop motion, l'animation image par image, le cinéma peut donner vie à n'importe quoi. La stop motion est la trouvaille géniale de Willis O'Brien, le père de King Kong. O'Brien a eu un héritier, Ray Harryhausen, qui a perfectionné la technique et déchaîné son imagination. Dans les studios d'Hollywood, on cultive cette tradition tout en l'associant à de nouvelles techniques pour livrer des monstres écrasants de réalisme. De l'atelier à l'écran, de la miniature à la créature hyper réaliste, un tour de passe-passe à regarder image par image. Pour faire de l'animation, il faut une patience à toute épreuve, une énorme faculté de concentration et un doigté de chirurgien. Phil Tippett a tout ça, plus une imagination débridée. Il est ce qu'on appelle une pointure dans sa spécialité. On dit de lui qu'il peut créer et animer n'importe quelle créature. Il l'a prouvé entre autres avec les personnages de Robocop et du Retour du Jedi qui lui a valu un Oscar. La stop motion consiste à photographier image par image une maquette souple que l'on déplace de quelques millimètres entre chaque prise. Quand le film est projeté à 24 images secondes, on a l'impression que le sujet bouge de lui-même. Phil Tippett peut passer une journée entière sur un mouvement qui durera quelques secondes à l'écran. À la fin d'une prise, vous êtes tellement concentré sur ce truc, vous faites la dernière photo, vous déchargez la caméra, et là vous vous dites « Allez, réveille-toi, il faut rentrer ». 1909, naissance de l'animation image par image. On ne s'en sert pour l'instant que dans des petits films publicitaires, comme celui-ci, Princess Nicotine. Pour une véritable exploitation du procédé, il faudra attendre Willis O'Brien. Avec lui, les miniatures entrent dans le cinéma par la grande porte. O'Brien réalise son premier film en 1915. 2 mois de travail pour un mélodrame de 5 minutes, Le dinosaure et le chaînon manquant. O'Brien a été un pionnier de l'animation image par image et surtout le premier à l'appliquer à quelque chose de spectaculaire. Spectaculaire, en effet, son premier long métrage, Le Monde perdu. On est en 1925. C'est le début de la longue carrière cinématographique des dinosaures. Sous leur peau en caoutchouc mousse, les mastodontes d'O'Brien cachent un squelette métallique comportant une centaine d'articulations. Il dessine pour ce seul film 50 monstres préhistoriques qui seront fabriqués par le sculpteur Marcel Delgado. « 1930. Les studios RKO proposent à O'Brien de réaliser un autre projet de son cru, Creation. Ça tombe bien, il vient d'inventer un système qui permet de combiner des miniatures animées et les images d'un tournage réel. Son procédé,
qui utilisait la rétroprojection, consistait à projeter les plans du tournage réel image par image sur un écran par transparence, puis à les refilmer en même temps que les modèles miniatures. On pouvait aussi ajouter, côté caméra, des décors peints sur verre qui servaient de toile de fond. En 1931, la RKO abandonne le projet de Creation, mais le producteur Merian Cooper a compris que le travail d'O'Brien pouvait rapporter gros. Il lui demande de superviser les effets spéciaux d'un autre film, l'histoire d'un gorille géant. La première maquette, une créature mi-homme mi-singe, n'est pas très réussie. Les deux suivantes ne plaisent pas non plus au producteur. Le quatrième singe sera le bon, il s'appellera King Kong. Voici dans son plus simple appareil le monstre le plus célèbre de l'histoire du cinéma, le gorille géant capable d'assommer des dinosaures. Une figurine de 45 cm de haut. Le squelette métallique est articulé des pieds à la tête pour avoir un large éventail de mouvements. O'Brien veut un King Kong capable de se battre comme un boxeur. La grande force d'O'Brien, c'était son souci du détail. Dans la scène où King Kong emmène la fille dans la grotte, il y a l'eau qui bouillonne au premier plan, la tête du monstre marin émergeant du lac, la buée, la fumée. On n'imagine pas le travail que ça représente. O'Brien et son équipe passent plus d'1 an sur l'animation de King Kong. Le film sort en 1933 et bat tous les records du box-office. Ce film m'a littéralement obsédé. Je ne comprenais pas comment ils avaient fait. Il fallait absolument que je le sache. C'est comme ça que j'ai découvert la magie de l'animation image par image, qui était tenue très secrète à l'époque. Fasciné par cette découverte, Harryhausen, encore enfant, décide de se lancer. Avec une caméra 16 mm et une marionnette taillée dans le manteau de fourrure de sa maman, il réalise son premier film, L'ours des cavernes. Il continue à créer des personnages jusqu'au jour où il parvient à rencontrer son idole, Willis O'Brien. Willis lui avait demandé d'apporter ce qu'il avait fait. Il est venu chez nous avec ses parents et son écran portatif. Et il nous a montré des extraits de ses films. Je l'ai félicité, je lui ai dit de continuer. Et après son départ, Willis m'a dit, « Tu sais, c'est un de mes concurrents les plus sérieux que tu viennes encourager. » Le sort en est jeté. L'amateur averti devient un professionnel. Bientôt, Harryhausen réalise en solo des courts-métrages éducatifs tirés de contes pour enfants. 1946, les ateliers de Willis O'Brien le contactent pour la création d'une réincarnation de King Kong. Évidemment, j'étais fou de joie à l'idée de travailler avec eux sur un nouveau film de gorille. Ce cousin de King Kong s'appelle Mighty Joe Young, en français Monsieur Joe.
Monsieur Joe est plus petit que King Kong, 40 cm. Et surtout, beaucoup plus léger. Son squelette n'est pas en acier, mais en aluminium. Soucieux de réalisme, Harryhausen passe des heures au zoo à observer les gorilles. Il faut donner à ce Monsieur Joe une personnalité bien à lui. L'histoire a tout pour faire pleurer dans les chaumières. Le gorille géant est montré en spectacle avec la petite fille qu'il a élevée. Le voilà aussitôt en butte à la méchanceté des hommes. Commercialement, Monsieur Joe n'arrive pas à la cheville de King Kong. C'est un échec. Mais on salue sa qualité technique et l'équipe de Willis O'Brien reçoit un Oscar. Ray Harryhausen quitte pour une dizaine d'années la jungle et ses géants. En 1963, il s'attaque à la mythologie grecque avec Jason et les Argonautes. Jason and his band of Argonauts, the mightiest warriors the world of adventure has ever known, in search of the fabulous magic Golden Fleece. Harryhausen appelle son procédé dynamation, contraction de dynamique et d'animation. La séquence du combat des squelettes dans Jason est l'une des plus complexes de toute l'histoire de la stop motion. En 1981, il crée une effrayante méduse pour le choc des titans. Il invente le péplum fantastique qui fera naître bien des idées dans bien des têtes. Je suis flatté quand des gens qui ne sont pas du tout dans le cinéma me disent « Vous êtes toute mon enfance » ou bien « Mon grand-père m'emmenait voir vos films ». Ça ne me rajeunit pas. Seulement ça prouve que mes films n'ont pas seulement distrait les gens, mais qu'ils ont changé quelque chose dans leur vie. C'est fait pour ça le cinéma. L'informatique est venue mettre son grain de sel dans l'animation. Tant mieux, ce mariage donne d'excellents résultats. Mais l'animation assistée par ordinateur coûte très cher, et beaucoup de studios préfèrent continuer à travailler manuellement. Nous sommes dans l'atelier des frères Kyodo, où l'on prépare un spot publicitaire avec pour héros cet animal préhistorique. Kim Blanchette est chargée de l'animer. Les méthodes sont encore très traditionnelles. Une tige métallique sert de repère fixe pour permettre à l'animateur de savoir de combien de millimètres sa maquette est déplacée entre chaque prise. Une petite innovation tout de même, une caméra vidéo placée à côté de la caméra classique enregistre chaque mouvement, ce qui permet un contrôle plus précis des déplacements de la maquette. Ok, I got it. Coming down to you. 410 images, 4 jours de travail pour une séquence de 16 secondes. Et ce n'est qu'un brouillon. Maintenant, Kim doit peaufiner, assouplir les mouvements de son mégathérium dans le sens indiqué par Steve Kyodo, directeur de l'animation. Le réalisateur m'a dit que c'était bon dans l'ensemble, sauf l'entrée dans le champ. Sa démarche, il a l'air trop léger. Il faudrait qu'il avance les pattes un peu en dedans et d'un pas plus traînant pour donner une impression de poids. Pas de problème. Pour trouver les bons mouvements, il suffit de se mettre dans la peau de l'animal.
Tippett est resté lui aussi dans la tradition de la stop motion, mais avec un œil grand ouvert sur tout ce qui peut permettre de faire des animations de plus en plus réalistes. Son studio de Berkeley, en Californie, est une galerie de créatures bizarroïdes. L'inspiration m'est venue en 1953, quand j'ai vu King Kong à la télévision. Et en 1958, en voyant le 7e voyage de Sinbad, j'ai été subjugué par le caractère surréaliste des objets en mouvement. Je ne savais pas du tout comment c'était fait, mais j'ai eu le coup de foudre. En 1980, Tippett travaille chez ILM, les studios de George Lucas. On le charge de créer et d'animer les Walkers de l'Empire contre-attaque, des forteresses ambulantes en forme de tortues. La séquence où les Walkers avancent dans la neige a été un vrai casse-tête. Il a fallu 1 an pour construire 5 marionnettes de 45 cm, 2 mois de tournage pour les faire évoluer dans un décor miniature. On avait fabriqué des petites trappes dans le plateau. On ouvrait une trappe pour déplacer la marionnette, on refermait, on prenait une photo, on rouvrait, on bougeait la marionnette. Et tout ça, rien que pour les Walkers. Mais il y avait aussi d'étranges créatures des neiges, mi-cheval, mi-kangourou, les Tonestones. On a commencé par prendre plein de photos de chevaux au galop pour étudier le mouvement. Quand j'ai un personnage à créer comme ça, je prends des notes, je fais des croquis, j'en remplis des dizaines de cahiers. Et puis je jette tout ça à la poubelle et je me concentre sur l'animation. Ces Tonestones, Tippett devait les faire courir très vite. Or, la stop motion ne rend pas très bien les mouvements rapides. Pour une raison simple, quand on regarde par exemple, image par image, la séquence d'un chien en train de courir, on voit autour de lui un flou sur chaque image. Avec la stop motion, ce flou n'existe pas. Les contours de l'objet animé sont nets et ses mouvements saccadés. Pour restituer l'effet de flou, Tippett s'est donné la peine à chaque prise de faire légèrement bouger la maquette du Tone et de son cavalier d'avant en arrière. C'est l'ébauche du procédé plus complexe, utilisé 3 ans plus tard dans le Dragon du lac de feu. Cette fois, Tippett a utilisé un système d'animation informatisé mis au point par Stewart Ziff, la GoMotion. La marionnette est hérissée de tiges reliées à un ordinateur, ce qui permet de corriger chaque mouvement et de contrôler le fameux effet de flou. Le développement de l'animation assistée par ordinateur, ébauchée avec l'Empire contre-attaque, nous a ouvert des possibilités fabuleuses. Avec son expérience des gros monstres et son esprit inventif, Phil Tippett était tout désigné pour travailler sur Jurassic Park. Il a brillamment associé la stop motion au traitement numérique pour faire bouger tyrannosaures et vélociraptors. Au fond, peu importe le procédé utilisé, l'image arrêtée, l'infographie, ce qui compte, c'est de connaître leurs possibilités. On a dans la tête une image de la façon dont le sujet devrait bouger. Il faut le déplacer, le positionner, en essayant de tendre vers cette image mentale.
Willis O'Brien et moi, nous avons voulu rester fidèles à la technique de l'animation image par image pour nos personnages principaux. Bien sûr, King Kong n'est qu'une marionnette en métal recouverte de caoutchouc et de peau de lapin. Mais son nom a tenu l'affiche autant que celui de Greta Garbo et de Clark Gable, et fait partie comme eux de la légende d'Hollywood. Ladies and gentlemen, look at Kong, the eighth wonder of the world.